et bienvenue sur ma chaîne Amandine Booking. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve après 2 mois d'absence puisque j'ai préféré faire une pause pour cet été. Je n'avais plus vraiment d'idées de vidéos et comme je préfère faire des vidéos de qualité plutôt que des vidéos de quantité, j'ai préféré faire une pause. Nous voici donc fin août, c'est l'occasion pour moi de te présenter le bilan de mes lectures estivales. Alors tu vas me dire, oui Amandine, l'été c'est jusqu'au 21 septembre, tu avais encore le temps de faire des lectures. Mais non, pour moi fin août dit rentrée scolaire, et de l'automne, et pour moi l'automne et les lectures d'automne, ça commence à partir du 1er septembre. Donc je te présente mon bilan des lectures estivales ici présent. Il y a une dizaine de livres à peu près, donc on commence maintenant. Kill, tome 1, noir et blanc, par Andrea Schwartz aux éditions Rebelle. J'ai découvert ce roman à la Japan Touch Haru en avril dernier à Lyon. On est clairement sur une réécriture de la légende de Mulan, puisque nous sommes à l'aube de la 5e ère quelque part en Asie. Nous avons une guerre ancestrale entre deux camps, d'un côté les cheveux noirs et de l'autre les cheveux blancs. Nous rencontrons une jeune fille prénommée Shelun, qui est une cheveu noire et dont toute sa famille a été massacrée par le clan adverse, les cheveux blancs. Shelun sera recueillie et élevée par un ancien général de guerre, mi-cheveux noirs, mi-cheveux blancs. En gros, c'est un paria. Il va l'entraîner sur sa demande aux arts de la guerre. Et lorsque la guerre va éclater une nouvelle fois entre les deux clans, Shelun va se travestir en homme et s'engager dans l'armée. Très vite, Shelun démontre ses capacités au combat, ses forces. Et du coup, elle va être élevée dans l'armée au plus haut poste. Et un jour, lorsqu'elle tombe en embuscade, en fait, elle va tomber amoureuse d'un général du clan adverse. De cette histoire d'amour va naître évidemment un enfant. Lune ne sait pas tout de suite et ne comprend pas qu'elle attend cet enfant. Et donc, elle est renvoyée chez son tuteur et va accoucher et élever l'enfant. Voilà, j'en dis pas plus pour pas spoiler. Ce livre est vraiment très bien fait. Le seul point négatif que j'aurais à lui donner, c'est cette grosse longueur qui part du combat, enfin du champ de bataille et au retour au camp. Ça prend quand même une bonne partie du livre et c'est un peu dommage. Après, je tiens quand même à le préciser et je l'avais déjà précisé dans ma vidéo le book haul de la folie. Ce livre est un livre héroïque fantasy adulte, donc qui comporte des scènes de sexe, de bataille et de violence assez crues. Ma seconde lecture est une lecture que j'ai beaucoup moins appréciée, voire pas aimée du tout. Il s'agit d'Ayesha, l'intégrale La légende du peuple turquoise, édité chez Brajlon par Ange. Alors Ange est un pseudonyme de Anne et Gérard Guéraud. Ils ont écrit cette trilogie tous les deux à 4 mains. Dans cette histoire, nous rencontrons Mirakami et Arek, deux personnages qui sont liés à travers une quête, la libération d'un peuple. Alors nous sommes dans les pays orientaux, c'est pas vraiment précisé où, mais en fait il y a un peuple qui a été réduit à l'esclavage depuis des millénaires. Donc la légende dit qu'une déesse, Ayesha, fera briller les étoiles et permettra la libération de ce peuple. Mirakami est une princesse un jour qui va venir en aide à Arek, un pirate mercenaire assez sanguinaire et brutal. Les deux en fait vont s'allier pour aider à la libération de ce peuple. Puis Jean pense que Mirakami est la réincarnation de la déesse Ayesha. Jusque là voilà, ça paraît très prometteur puisqu'on nous parle de religion, d'esclavage et je trouve que dans un bouquin d'héroïque fantasy mettre ces deux thématiques là, c'est vraiment intéressant. Il y a énormément de longueur dans ce livre. C'est la libération du peuple turquoise arrive vraiment à la toute fin du roman, du 3e tome. Il faut vraiment attendre les dernières pages pour comprendre le dénouement. Il y a énormément de descriptions. Parfois, je trouve que c'est assez brouillon. On ne sait pas où on en est dans notre lecture. Enfin, vraiment, c'est une lecture vraiment qui a été laborieuse pour moi, puisque je lisais un tome, un autre livre, un autre tome, un autre livre, pour le tome 3, voilà, à chaque fois je coupais avec une autre lecture et c'était vraiment difficile. C'est dommage parce que ce livre a du potentiel. Comme je disais, parler d'esclavage et de religion, pourquoi pas dans un livre d'heroic fantasy, clairement.
je suis pour et le speech de base donne très envie. Sauf que là, je me suis attachée à aucun des personnages. J'oscillais entre ah oui, j'ai envie de continuer et oh non, j'ai envie de laisser tomber. Finalement, je suis arrivée au bout. Finalement, en restant sur ma faim, je me suis dit c'est vraiment dommage. Tout ça pour ça. Voilà, l'histoire d'amour entre Murakami et Arek m'a semblé plutôt à sens unique, plutôt vers Arek, vers Murakami que l'inverse. C'est vraiment dommage. On sent le changement de style d'écriture. Je pense que les co-auteurs ont dû se dire moi je prends cette partie, toi tu prends cette partie. C'est vraiment, vraiment dommage. Et voilà, je n'ai pas du tout aimé cette lecture. Ma prochaine lecture fait partie de ces quelques coups de cœur que j'ai eu pendant ces lectures estivales. Et il s'agit d'une réécriture de contes. Il s'agit d'Or et de mensonges de Selena Fenech, publié aux éditions du Chat Noir. Alors j'aime beaucoup les éditions du Chat Noir et je le répète assez souvent sur cette chaîne, rien que pour les couvertures qui sont magnifiques. Là, nous sommes dans une réécriture de conte de Rumpelstiltskin. Nous rencontrons Zari, une jeune fille de 18 ans qui vit avec sa sœur Nia dans une situation un peu complexe puisque la maman a disparu du jour au lendemain et le père est alcoolique. Zari travaille à l'usine pour pouvoir offrir une meilleure vie à sa petite sœur afin qu'elle puisse aller à l'école et aller à l'université et ne pas travailler à l'usine. En fait, dans cet univers, la magie est un peu interdite, voire prohibée, et les gens qui sont touchés par des dons magiques sont appelés des enchantés. Tous les enchantés doivent aller travailler quand ils sont repérés, sont invités à aller travailler au domaine d'un riche monsieur, d'un riche prince, qui s'appelle Darian King. Un jour, Zari rencontre sa meilleure amie par hasard qu'elle n'a pas vue depuis des années car elle pratique la magie. Sa meilleure amie est ensanglantée, apeurée, affolée et elle voit en fait qu'elle est poursuivie par des hommes de main et qu'elle essaye de s'enfuir. Elle arrive à s'enfuir et rentre chez ses parents en leur disant qu'il faut absolument qu'ils quittent la ville, il faut absolument partir. Sauf qu'elle est rattrapée par les hommes de main et son père est tué en représailles. Puis Zari, elle continue à travailler à l'usine, voilà, un petit peu avec les angoisses de tout ce qu'elle a vu ces derniers moments. Et en fait, un jour, sa petite sœur lui dit qu'elle a des capacités magiques et qu'elle peut faire bouger des objets. Zari est complètement paniquée parce qu'elle a peur qu'on lui enlève sa petite sœur. Et effectivement, un jour, le papa alcoolisé au bar, il raconte que sa fille a des dons magiques et qu'elle est capable de faire bouger les objets. Ce qui font venir du coup les hommes de main de Darian King chez eux et du coup elle prend la place de sa petite sœur quand ils viennent la chercher. Évidemment Zari elle n'a aucun pouvoir magique et elle est aidée par un esprit et du coup le but de Zari c'est de faire tomber Darian King et de libérer tous ces êtres magiques qui sont réduits à l'esclavage. C'est un petit roman vraiment très très bien, c'est un gros coup de cœur et honnêtement j'avais très peur parce que le roman paraît assez petit, que ce soit vite expédié et que l'univers ne soit pas très travaillé, mais au contraire, en fait c'est assez dense, riche, il y a beaucoup de lumière malgré le côté sombre de l'histoire. J'ai beaucoup aimé. Alors j'en dis pas plus parce que ça serait spoiler l'histoire, mais franchement, j'ai adoré le final, j'ai adoré le personnage de Zari qui est incroyablement forte, incroyablement courageuse. Voilà, c'est une lecture que je recommande chaudement. Le roman dont je vais te parler maintenant est lui aussi un immense coup de cœur, je pense que c'est le plus gros coup de cœur que j'ai eu ces derniers mois. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue, publié aux éditions Lumens. Alors je l'ai lu sur ma liseuse et donc je vais te mettre l'illustration de la couverture quelque part par ici. Alors, La vie invisible d'Adi Larue, c'est un roman auquel je ne savais pas à quoi m'attendre du tout. C'est clairement, je suis partie dedans sur les conseils d'une amie, Marion, et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc dans ce roman, on rencontre Adeline Larue, une jeune fille qui en 1700 et quelques veut faire un pacte avec le diable le soir de son mariage. En effet, Adeline Larue ne veut pas se marier, ne veut pas avoir d'enfants, le mariage est un peu un mariage arrangé, elle ne veut pas de tout ça. Et donc elle s'enfuit, se réfugie dans la forêt, appelle les anciens dieux
Et en fait, celui qui va lui répondre, c'est le diable. Le pacte est scellé d'un baiser. Et en fait, plus personne ne reconnaît Adi. Quand elle arrive quelque part, les gens ont oublié son visage, c'est-à-dire qu'elle rentre dans une pièce, elle repart, les gens ont oublié qu'elle était là. Sur ce postulat assez simple, en fait, l'histoire va aller d'époque en époque, puisqu'on va voyager d'un petit village en France de la Sarthe à New York, donc on part en 1740 et quelques, je crois, pour atterrir en 2014 à New York. Entre-temps, l'histoire évolue entre ces deux époques où du coup les flashbacks nous permettent de comprendre pourquoi Adi est à New York. Et un jour, en fait, elle va rencontrer un libraire prénommé Henry qui va se rappeler d'elle. Alors en fait, pour survivre, Adi vole. Et donc là, elle a volé un livre dans une librairie. Et quand elle ressort, le libraire lui court. Et tous les deux vont vivre une histoire d'amour. Voilà, c'est sur ce... Voilà, c'est... J'en dis pas plus pour spoiler l'histoire, mais j'ai énormément adoré cette histoire, ce roman. La façon dont c'est écrit, la façon dont les personnages sont construits, dont le pacte est construit. C'est vraiment magnifique. C'est un des plus beaux romans que j'ai pu lire récemment. Vraiment, vraiment, je le conseille à tout le monde. Si tu ne sais pas quoi lire, lis La vie invisible d'Adi Larue. À la fin du roman, mon cœur, il a fini en 1000 morceaux. Voilà, je dis, mais c'est... Pouf. Au milieu de tous ces romans, j'ai eu un peu envie de lire du graphique et de mettre de l'automne dans mon été très chaud, caniculaire. Il s'agit de Courtney Crumrin, l'intégrale volume 1, donc qui regroupe les tomes Les choses de la nuit et l'Assemblée des sorciers par Ted Naifeh aux éditions Aikileos. Donc il y a 3 tomes d'intégrale. Courtney est une petite fille d'une dizaine d'années qui vit avec ses parents dans la maison de son grand-oncle. En effet, ses parents ont déménagé en banlieue chic puisqu'ils ont des problèmes d'argent et ont trouvé le moyen de faire une colocation avec ce grand-oncle. Sauf que Courtney, elle a du mal à s'intégrer dans sa nouvelle école, elle a du mal avec les nouveaux professeurs, elle se fait pas beaucoup d'amis, elle est assez seule et il faut dire que la maison fait des bruits bizarres, il y a des créatures étranges. Enfin voilà, la maison lui fait peur. Et un jour, elle va se rendre compte que ce grand-oncle, Aloysius, il est un petit peu bizarre, il fait des va-et-vient étranges, il a des livres étranges dans sa bibliothèque, des livres de magie. En fait, un jour, Courtney va faire la connaissance d'un loup-garou aux alentours de l'école. Ce loup-garou, elle va l'apprivoiser, parce que sinon, il mange les enfants. Pour résumer les 2 tomes, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le personnage de Courtney. C'est une petite fille qui a un incroyable sens de la répartie. J'aime beaucoup le lien qu'elle va créer avec son grand-oncle, plutôt qu'avec ses parents qui sont préoccupés par le paraître et leur situation financière, le fait que leur fille s'intègre bien et des bonnes fréquentations. Et en fait, c'est une petite aventurière, elle est intrépide, elle se met dans des situations un peu rocambolesques des fois. Et c'est son grand-oncle qui va l'aider à s'en sortir, à lui apprendre un petit peu la magie. Donc voilà, c'est quand même un comics qui a un côté un petit peu spooky, un petit peu automnal. Franchement, ça fait du bien. Et honnêtement, j'ai très envie de mettre les 2 autres tomes dans mon Punking Out and Challenge. L'été, c'est aussi l'occasion de lire des romans feel good. Et donc, j'ai lu Oh Happy Day de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. C'est la suite de Et je danse aussi, donc des 2 mêmes auteurs, publiés aux éditions 10-21. J'ai lu le premier tome pour le Cold Winter Challenge, donc l'édition 2021. Et donc là, j'ai eu envie de lire la suite. J'avais beaucoup aimé le premier tome, c'est un immense coup de cœur. Ça a été même mon premier coup de cœur de l'année 2022. Donc on va retrouver Pierre-Marie Soto, l'écrivain en panne d'écriture, et Adeline Parmentla, son admiratrice avec qui il a eu une aventure. On les retrouve 4 ans plus tard, ils sont séparés. Pierre-Marie a déménagé et Adeline s'apprête à partir avec son nouveau mari à Toronto. Pierre-Marie, il s'en mord un petit peu les doigts d'avoir laissé filer Adeline et il va reprendre cette fameuse
correspondance qu'il y a eu entre les deux dans le premier tome, en prétextant la perte ou l'oubli d'un carnet chez elle, et que ce carnet est très important parce qu'il avait noté une phrase qu'il aimerait pouvoir mettre au début d'un roman. Au départ, Adeline, elle est un petit peu tendue, elle est un petit peu perplexe par rapport à ce mail qui revient, cette correspondance qui se réenclenche. Elle va finir par lui répondre et cette correspondance va se réenclencher. Ils vont décrire, surtout Pierre-Marie, les derniers événements et surtout ce qu'il appelle son grand malheur. On ne dit pas plus pour ne pas spoiler l'histoire. Et donc Adeline va partir à Toronto avec son nouveau mari. Sauf que sa nouvelle vie, du coup, elle n'est pas du tout heureuse dedans. Et en fait, son mari s'avère être un pervers narcissique, un manipulateur qui lui a retiré tous ses papiers. Du coup, Pierre-Marie n'hésite pas à sauter dans un avion avec son meilleur ami, dont le mariage bat de l'aile. Et ils vont partir tous les deux à Toronto pour aller secourir Adeline. Alors, je dis pas, autant j'ai aimé le premier, mais alors le deuxième, bon, je l'ai aimé aussi. C'est pas le coup de cœur, mais je l'ai aimé aussi. Les seules petites choses qui m'ont dérangée, c'est justement ça. Pierre-Marie qui saute dans un avion avec son meilleur ami pour aller casser la gueule à son mari, Adeline, et aller sauver Adeline. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est un feel good. Il y a des scènes très comiques, très cocasses, ça m'a fait beaucoup rire et j'ai apprécié ma lecture. Voilà, je reste un petit peu perplexe sur le fait de sauter en avion, de se poser en héros face à cette femme en danger. Voilà, qui jamais ne prévient la police. Enfin, il n'y a pas de cohérence assez logique par rapport à ça. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le dénouement final, évidemment. C'est un happy ending et ça finit bien. Voilà, c'était une bonne lecture dans l'ensemble. Il y a juste ces petits points-là qui font pour moi un petit peu défaut. Donc on a quand même, comme dans le premier tome, cette correspondance par mail. Et là, ce qui change dans ce second tome, c'est en fait qu'il y a un point de vue narratif où on a un narrateur qui nous explique les choses, qui vient en fait jongler entre la correspondance écrite et le récit. C'était quand même une bonne lecture dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé, voilà, le dénouement. Là, le style d'écriture des auteurs est toujours le même, c'est toujours très agréable à lire. En bref, une bonne lecture. Un autre roman vraiment sublimissime et que je recommande à tout le monde, il s'agit de L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, publié aux éditions Pocket. Nous sommes dans l'Espagne d'après-guerre en 1945. Nous rencontrons Daniel et son papa libraire. Un matin très tôt, le papa de Daniel emmène son fils au cimetière des livres oubliés. C'est là où sont entreposés tous les livres perdus ou dont on a oublié l'existence. Papa lui dit qu'il devra choisir un seul livre et que ce livre, il devra le protéger toute sa vie. Daniel y passe quelque temps à vagabonder au milieu des étagères de livres et va choisir un livre qui s'appelle L'ombre du vent et qui est écrit par l'auteur Julián Carax. On sait peu de choses de Julián Carax. Tous ses livres ont plus ou moins disparu, ont été brûlés. Daniel, en fait, toute son enfance, son adolescence, il va être obsédé par cet auteur et il va vouloir comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé et pourquoi, en fait, plein de personnes, plein d'autres libraires veulent racheter son livre à un prix énorme, exorbitant. Il va faire des rencontres, voilà, et au gré de ces rencontres, il va un petit peu cheminer vers la biographie de Julián Carax et comprendre ce qui lui est arrivé. J'en dis pas plus pour spoiler l'histoire parce qu'en plus elle est vraiment belle et ce serait dommage. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment une belle écriture. J'ai beaucoup aimé le personnage de Daniel, son papa et les gens qui gravitent autour de lui parce qu'ils sont vraiment bien construits, c'est profond. J'aime ce côté cimetière de livres oubliés, le fait qu'on passe sa vie à protéger les livres parce que c'est tellement précieux les livres, c'est magnifique. J'ai beaucoup aimé le dénouement, alors faut vraiment attendre le dernier moment pour tout comprendre, avoir tous les dénouements, parce qu'il y a des retournements de situation, des personnages, des histoires qui s'imbriquent, des amours maudits, voilà. J'en dis pas plus, mais c'est vraiment sublime. Le dernier roman dont je vais te parler est un immense coup de cœur. Il s'agit de Nevernight
Tome 1, N'oublie jamais, par J. Christophe, publié aux éditions de Sac. Alors si tu me suis un petit peu, depuis quelque temps sur cette chaîne, tu sais ô combien j'aime les éditions de Saxus et leurs romans et que je n'hésite pas à crier mon amour pour eux. Dans ce roman, on va rencontrer Mia, une jeune fille de 16 ans dont la famille a été massacrée. Et Mia ne rêve que d'une chose, c'est se venger et tuer les gens qui ont massacré sa famille. Ça, elle va intégrer une école d'assassins qui s'appelle Notre-Dame du Saint-Meurtre. J'en dis pas plus pour pas spoiler l'histoire, mais rien que ça déjà, quand j'ai lu la 4e de couverture, ça m'a donné énormément envie. Et j'ai eu quand même quelques coups de cœur pour des personnages comme Trick, Ash ou Tueuse d'araignées. Si tu lis l'histoire ou si tu as l'intention de la lire, tu verras de quoi je parle. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est cette atmosphère très sombre qui pourrait s'inscrire dans un Pumpkin Autumn Challenge. Des soleils qui ne se couchent jamais, des fausses nuits, des assassins, des meurtres. Voilà, c'est un univers qui est décalé parce qu'on n'a pas trop l'habitude de ce genre d'histoire. Le narrateur est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un méchant. J'en dis pas plus, on ne connaît pas son identité, mais il nous raconte le parcours de Mia. Voilà, j'en dis pas plus pour pas spoiler. Il nous raconte donc le parcours de Mia. Et en fait, J. Christophe a mis des notes de bas de page qui sont en fait des commentaires du narrateur et qui apportent un vrai plus au récit. Vraiment, l'univers, il est dense, complexe, c'est génialissime, c'est plein de rebondissements, l'intrigue, ça s'arrête jamais, on n'a pas envie de lâcher ce bouquin une fois qu'on est dedans, on est pris dedans. Moi, je sais que j'ai eu du mal à en sortir, fan de Mia et tout l'univers, j'ai vraiment hâte de lire la suite et même de pouvoir l'intégrer au Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, ma vidéo bilan de mes lectures estivales touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à venir échanger avec moi en commentaire. C'est toujours avec plaisir que je réponds. Je te souhaite une très belle rentrée. N'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo sur tes réseaux. N'hésite pas non plus à venir me voir sur Instagram et maintenant sur TikTok, toujours sur Amandine Bookin. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec toi d'une façon ou d'une autre. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des gros bisous, bye bye.